Hugues Charbonneau, espace 308. Et nous voilà à la galerie d'Hugues Charbonneau. Bonjour messieurs, ça va vous allez bien? Plaisir de vous revoir. Ben oui, j'ai envie de vous serrer la main, mais moi, aujourd'hui c'est plus du tout politically correct. Hein. Veux-tu qu'on mette, j'ai des chaises, Oui, on pose nos affaires. On va d'ailleurs, on va te mettre un petit micro. Hugues, tu es propriétaire de galerie depuis à peu près 10 ans et ton lieu est situé dans l'édifice Belgaud, situé sur la rue Sainte-Catherine. Parle-moi un peu de ta relation avec André Dufour. André nous a vraiment chaudement recommandé ta galerie, mais je sais que vous entretenez une relation amicale. D'où c'est venu? Comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a rapproché? Ben, on s'est rencontrés dans le cadre d'un événement à ta firme, si je me souviens bien. C'était comme ça? Ou non, c'était à l'Arsenal, un souper. Je me souviens plus. C'était entré comme ça dans ma vie, au travers de la galerie. Et puis, je me suis un souper très agréable. On était à une longue table ensemble. Et puis... Tu veux dire dans ton ancienne vie, dans ton ancienne galerie? Oui, quand j'étais à la Galerie Division. Et l'Arsenal. Oui. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ah, oui, c'est vrai. Et puis, on était voisins, presque voisins à l'époque, à Notre-Dame-de-Grâce. Et puis, moi, je fais le grand saut, je quitte cet emploi-là, j'ouvre cette petite galerie-là, qui est un saut dans le vide total là, pour moi. Là. Et puis, je croise André sur la rue, puis on se met à parler de ça. Puis il est très vite venu à la galerie, puis on a continué. Mais pour être franc, c'est un rapport qui très vite est devenu amical. Et puis je dirais à ce jour que au début, André était très curieux, voulait énormément apprendre. D'ailleurs, il est toujours comme ça. Bien, puis la relation, c'était où moi, je pouvais dire des choses, puis lui apprenait. Mais très vite, c'est devenu où les deux, on fait sans dire autant. Puis maintenant, souvent, c'est lui qui me fait découvrir des choses. Fait que ça s'est inversé à un certain point. C'est une amitié qui... Bien, les deux, on est curieux, je pense. Les deux, on n'a pas un rapport d'instrumentalisation du milieu de l'art. On ne voit pas ça comme une compétition, on voit plus ça comme une communauté. Et puis donc, André, moi, j'ai aucun problème à lui parler des autres galeries, de ce que d'autres artistes font. Lui, il me parle de ce qu'il voit partout. On n'a pas vraiment de filtre. Et puis c'est dans ces cas-là qu'on peut vraiment réfléchir. Comment tu développes tes relations avec les collectionneurs ou comment tu les as développées? Parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment les choses se tissent plus naturellement, plus intuitivement. Mais est-ce que tu avais une façon de les approcher? Est-ce qu'on venait vers toi? Oui, bien à vrai dire, je pense que je viens d'un petit village. Ben, je suis né à Montréal-Nord, mais j'ai passé mon enfance dans un petit village. Puis mon grand-père, c'était le monsieur gentil du village. Tu sais, celui qui allait déneiger les stationnements des voisins, qui aidait tout le monde dans le village. Je promenais dans les rues, puis il disait bonjour à tout le monde. Puis moi, je suis arrivé à Montréal, puis je me suis la première fois, j'étais dans le métro, puis je disais bonjour aux gens, tu sais, autour. Il y a de petits gars naïfs qui disaient... Mais j'ai gardé ce côté-là, tu sais, où vraiment, je pense que mes parents avaient vraiment honte s'ils apprenaient que, exemple, je suis dans ma galerie, puis j'accueille pas les gens. Tu sais, c'est cette idée-là qu'il faut être accueillant. Puis je me souviens, moi, avoir eu le choc d'arriver dans le milieu de l'art et de rentrer dans des galeries, de me sentir absolument pas bienvenu. Même me faire interpeller un peu brusquement, quand on daignait nous parler, tu sais, puis dans les années 90, c'est plus hermétique, le milieu de l'art contemporain. Et puis, j'avais pas apprécié. Puis quand j'ai ouvert ma galerie, je pense que ça m'a permis puisque là, j'étais rendu mon propre patron, je peux faire ce que je voulais, j'ai vraiment voulu laisser tomber ce professionnalisme-là, tu sais, la division entre le galériste et les gens, puis simplement avoir des amis, et puis cultiver des relations très simples. Et puis, ça m'est revenu 10 000 fois parce que des fois, il y a des jeunes étudiants qui rentraient, qui étaient cassés, je les aidais, puis ils sont devenus par la suite des joueurs professionnels dans des ligues majeures ou des choses comme ça. Il y a plein d'anecdotes comme ça où, dans le fond, on accueille les gens, puis et puis il y a des relations qui se tissent, puis on ne sait jamais, puis je calcule jamais. Même chose avec mes artistes, je calcule pas. J'ai pris des artistes où tout le monde me disait que je me casserais la gueule, qu'il n'y avait rien à faire au niveau du marché de l'art. Et puis des fois, ça a pris 5, 6, 7 ans avant qu'il se passe de quoi. Puis c'est ces carrières-là qui sont devenues les plus fantastiques et puis m'ont le plus appris aussi. Fait que ça pour dire, c'est cette idée-là, à un moment donné, je me suis comme rendu compte que mon naturel est revenu, le petit gars du village qui veut juste comme parler aux gens, puis avoir des relations sympathiques et tout ça.
Et puis je me suis rendu compte que c'était un mode d'opération, c'était naturel, ça me convenait. Et puis que, drôlement, ça ne fonctionnait pas toujours du premier coup. C'est sûr qu'un vendeur qui a une mission précise est probablement plus efficace que moi, mais il reste qu'à long terme, les gens revenaient beaucoup. Puis ils m'amenaient des gens, puis il y a comme quelque chose qui s'est installé qui était d'un autre ordre. Et maintenant, tu vas plus dans les musées, tu vas dans des particuliers. Donc cette approche-là fonctionne même les grandes Ça, c'est quelque chose qui est fascinant. Des fois je donne des formations pour les jeunes artistes dans les universités, puis je leur dis vraiment, cultiver des amitiés sincères. C'est aussi simple que ça. Et puis aussi, pratiquer l'art de parler de votre art, trouver des manières de parler de votre pratique artistique de manière très simple et presque anecdotique, comme on raconte une histoire à un ami. Et puis c'est drôle parce que des fois, j'ai vendu des œuvres à des grands musées américains, puis c'était une conversation très anecdotique. Et puis les gens pensent qu'il faut arriver avec une thèse de doctorat pour vendre à un musée, mais non, c'est juste une petite anecdote. Tu racontes ce que l'artiste a fait, comment il était dans l'atelier, comment il a trouvé son idée, ou comment tu l'as rencontré. Puis là, tu en profites, tu places les éléments de la démarche dans l'histoire, mais il reste que c'est une histoire que tu racontes. Fait que ça pour dire, c'est intéressant, mais oui, en effet, où une galerie, puis la statistique, je l'avais vue, je pense, en général, une galerie, que ce soit à Montréal, à New York, à Londres ou à Berlin, va vendre à peu près 5 des institutions, puis 95 des privés. Et drôlement, l'année dernière, j'avais eu 70 de ventes aux institutions. Ce qui veut dire, mon client typique, c'est pas un millionnaire de personnalité type A, fonceur avec l'autosport. C'est une femme avec un doctorat. C'est pas mal ça. C'est une femme qui est beaucoup plus intelligente et instruite que moi et qui en sait plus que moi, souvent même sur mes artistes. Et c'est une relation vraiment d'échange qui s'installe où j'ai pas à la convaincre ou à l'instruire, mais c'est plus d'être transparent, de lui donner accès aux artistes, lui donner accès à l'information et elle va décider ce qui est bon pour son institution. Tu représentes des artistes comme Benoît Aquin, Maria Opfield, Manuel Mathieu, Keren Tam, j'en cite que quelques-uns. Quelle est ta ligne artistique? Y a-t-il un point commun entre ces différents artistes? Ben, ce serait bon si quelqu'un la trouvait, à vrai dire. Non. À vrai dire, la galerie, je dirais, il y a eu deux époques. Au début, comme beaucoup de jeunes galeristes, j'ai admiré quelqu'un comme exemple René Blouin qui avait une certaine pratique conceptuelle. Les artistes avec des protocoles, c'était sérieux, c'était très réfléchi. Puis il y avait une certaine retenue émotionnelle, même, je dirais, où l'œuvre était très intelligente. C'était comme on lisait cette œuvre-là, il y avait un concept très précis, puis il y avait une démarche assez cernée. Puis les premières années de la galerie, je pense que j'ai voulu être un petit René Blouin ou quelque chose de cet ordre-là. C'était ce que je connaissais. Et je choisissais des artistes en fonction de l'œil que je m'étais formé dans le milieu de l'art des années 90, qui était une époque très conceptuelle, justement, où il y a beaucoup de contenu. Quand je dis conceptuel, je veux dire que c'est pas l'œuvre dans sa réalité physique, mais dans le concept qu'il y a derrière l'image. Et puis, tranquillement, le naturel revient. Le petit gars du village est revenu, mais aussi le jeune homme qui avait étudié le journalisme, la sociologie, l'histoire, et qui s'intéressait non seulement à l'art. Puis là, moi, je suis rentré dans le milieu de l'art par une périodique que j'ai créée qui s'appelait La Petite Enveloppe urbaine, où je faisais des projets d'édition alternative avec des artistes, des architectes, des sociologues. Et puis, je m'intéressais à déconstruire. Parce que je ne m'intéressais pas au milieu de l'art, je m'intéressais à la ville. Je m'intéressais à la société, à mon époque. Et puis là, c'est revenu où, tranquillement, j'ai commencé à me réintéresser à ma ville. Puis là, je me disais, comment ça se fait quand j'étais aux études? C'était principalement des femmes. Et puis, c'est des gens avec des héritages culturels complexes. Puis là, je suis dans le milieu de l'art, puis d'un coup, c'est tous des hommes blancs. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est disparu? Où sont disparus mes amis? Tu sais, où sont les gens que j'ai fréquentés à l'université? C'est comme s'il y avait une porte invisible, puis il y a des gens qui n'avaient pas réussi à la passer. Et puis j'adore Montréal, ça fait partie de mon ADN. Et puis, j'ai voulu, à un moment donné, je pense, revenir à une galerie qui représentait plus Montréal, la ville que j'aime. Et puis, c'est des rencontres, hein? Donc, quelqu'un comme André a beaucoup contribué à ça. Il m'a présenté à des artistes comme Morija Kitenge-Benza, Manuel Mathieu, que j'ai rencontré chez lui. André fait salon, hein? On se retrouve là, puis il y a des poètes, il y a des auteurs, il y a des acteurs, là, il va y avoir un spécialiste du vin, il va y avoir, je sais pas, il y a toujours des gens chez André, quand il n'y a pas de COVID surtout. Et puis là, il fait salon, puis on rencontre des gens. Puis il y a des artistes, il y a des joueurs de football, il y a tout chez André. Et puis, donc, c'est là que j'ai rencontré beaucoup des artistes avec lesquels je travaille, parce qu'André est ouvert d'esprit. Donc, lui, il a une vision de la ville qui dépassait ça, ce carcan-là.
Et puis, je dois beaucoup à une artiste qui s'appelle Karen Tam, que tu as nommée. Karen Tam, qui est une artiste qui est allée étudier à Londres en Cultural Studies, en études culturelles et non en histoire de l'art. Et elle est d'origine chinoise, d'héritage chinois, et puis et réfléchit beaucoup à cette question-là, comment on perçoit la Chine ici, notre racisme, disons-le clairement, nos stéréotypes, etc. C'est ça, elle parle de ça. Et Karen, elle a une vision de l'art qui est beaucoup plus ouverte, et puis c'est pas quelqu'un qui cherche la définition ultime de ce qu'est la Chine. Non, c'est le métissage qui l'intéresse. C'est comment nous, on perçoit la Chine. Comment elle, qui est née à Montréal, arrive à se comprendre au travers des yeux des Québécois. Comment elle essaie de comprendre ce qu'il y a de chinois en elle, par les Québécois. Et puis c'est ça que je trouve qui est un angle intéressant. Fait qu'elle m'a vraiment formé, je dirais. C'est elle qui a beaucoup réformé la galerie, sans même le savoir, sans même que je le sache. Nos conversations m'amenaient à penser à l'art différemment. M'amenaient à, exemple, au lieu d'écrire un texte sur l'artiste, plutôt de demander à l'artiste comment il voulait qu'on parle de lui. Ça paraît drôle, mais exemple, Mary Hadfield, qui est autochtone, qui est une artiste Anishinaabe, bien, des fois, son œuvre parle de ça. Puis il faut en parler, il faut le nommer. Mais il y a des fois où il me disait, Hugues, tu sais, le triangle, là, ben, c'est juste un triangle. C'est pas un symbole Anishinaabe. Fait que j'aimerais que ça apparaisse pas dans le communiqué de presse que je suis Anishinaabe. Fait que, tu sais, donc, on l'écoute, on lui parle. Et puis, dans le fond, moi, je me sentais beaucoup plus confortable comme commissaire des expositions à partir du moment où je les ai mis de l'avant. Puis c'est eux qui décidaient comment ils se présentaient. Il y a un terme un peu compliqué, d'ailleurs, qui est on a traduit ça de l'anglais. En anglais, on dit agency. En français, on dit agentivité. C'est cette idée-là que l'artiste est l'agent de sa vie. Il est l'agent de sa démarche artistique. C'est lui qui détermine comment il se représente. Fait qu'Aaron Tam m'a appris ça, Mary Hadfield m'a amené à un autre niveau même de comprendre ça. Que quand tu travailles avec, par exemple, un artiste des Premières Nations, c'est à elle de déterminer. On a tellement parlé pour eux, on a tellement pris de décisions pour eux. C'est à elle de décider comment elle va exposer, c'est à elle de décider ce qui va être dit. Puis même, on a été plus loin que ça, Marie et moi, on a changé les relations au musée, où maintenant elle a le droit de rentrer dans les musées, de prendre ses objets, de les porter, de les endommager. Les musées doivent reconnaître qu'il vient d'une culture vivante et non d'une culture qui est morte. Fait que c'est tout des apprentissages comme ça. Fait que donc, la galerie a évolué, puis je dirais aujourd'hui, donc, pour répondre à ta question, c'est quoi la file conducteur entre les artistes de la galerie? Je dirais, c'est une galerie qui représente Montréal, mais aussi parce qu'il y a des Blancs à Montréal, il y a aussi des artistes blancs. Hein? Puis Montréal, c'est une ville où il y a beaucoup d'innovation technologique. Fait qu'il y a aussi des artistes qui réfléchissent à la technologie. Puis j'aimerais penser que quelqu'un qui fréquente la galerie, qui suit nos expositions, comprend un peu mieux sa ville, et puis peut réfléchir à qui il est dans cette ville-là au travers de ça, puis apprendre sur lui et sur les autres un peu au travers de ça. Ça, si on disait ça de la galerie, je serais très fier, je serais très content. Les coulisses de l'art, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain épisode. Ce podcast n'aurait pas été possible sans la collaboration précieuse de Sandra Saint-Hilaire et Thomas Floquet. Merci à toi, Frédéric, de nous avoir guidés à travers les coulisses de l'art. Et surtout, merci à nos charmants invités, André Dufour et Hugues Charbonneau.